Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez pour les débats, on est en direct avec vous jusqu'à midi avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis, journaliste, Bonjour. Directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste sur RT France. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin. Ergun Toparsian, bonjour, vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès. Et également Fatima El Ouazdi qui est avec nous, adjointe au maire de Rueil-Malmaison et fondatrice de Politiquel. Alors, oui, encore et toujours le Covid à la une de l'actualité, le pass vaccinal, le vaccin finalement autorisé pour les 5-11 ans. Alors, irez-vous faire vacciner vos enfants? On va revenir sur ce qui s'est passé à Grenoble, à l'IEP, le professeur traité d'islamophobe qui a été suspendu, les étudiants qui avaient organisé la cabale contre lui, ou en tout cas qui l'avaient affiché, comme on dit, n'ont pas été condamnés ni inquiétés. Et puis Valérie Pécresse en Arménie, un clin d'œil à l'électorat chrétien. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule aux uns et aux autres. On peut commencer avec Kevin Bossuet. Non, on n'a pas Kevin. Est-ce qu'on a Alexis Poulain alors? Oui, Si. est-ce qu'on m'a, moi? Oui, on vous entend. Vous entendez un petit peu à distance aujourd'hui. Il a même un micro Sud Radio, Alexis. Hein. Ah bah oui. Oui, parce qu'il est dans le studio pour ceux qui nous écoutent. Donc, Alexis Poulain, on va commencer avec votre coup de gueule que je partage. Alors, très bien. Moi, mon coup de gueule, c'est sur les EHPAD qui refont les erreurs de 2020. C'est un article du Parisien aujourd'hui qui montre que les résidents... On n'entend plus Alexis, donc je ne sais pas. Dans des EHPAD, Alexis, même triplement vaccinés, même testés négatifs, sont privés de voir leurs proches de peur. Oui, Alexis, on a un petit souci. Oui. On a un petit souci, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus vous êtes en studio, en direct. Non, je suis pas en studio. Non, vous n'êtes pas en studio. Bon. Non, mais alors du coup. Alors allez-y. Oui, donc les EHPAD, effectivement, c'est un article dans le Parisien aujourd'hui en France. Voilà. Qui montre que même les résidents testés négatifs, triplement vaccinés, sont privés de voir leur famille parce que certains directeurs d'EHPAD ont peur de créer des clusters, d'être responsables. Donc on est en train de réenfermer les aînés, de les empêcher de voir les proches. Il y a un témoignage d'une femme qui dit que son père est déjà perdu en élocution, qu'il est perdu, qu'il comprend pas ce qui se passe. Donc faudrait pas, en cette période de fête, avec la peur d'Omicron, refaire ce qu'on a fait en 2020, c'est-à-dire isoler les plus dépendants, sachant qu'on a quand même les vaccins maintenant, qu'on a quand même beaucoup de choses qui ont changé la donne. Donc je comprends pas cette volonté des EHPAD de continuer à enfermer leurs résidents. C'est de la maltraitance et c'est bien qu'on dénonce et qu'on empêche ces erreurs-là de se reproduire. D'autant qu'on avait reçu, nous, une responsable des EHPAD il y a à peine quelques semaines, il y a une quinzaine de jours, qui nous avait assuré que tout allait bien, que que justement ils avaient tiré leurs enseignements, que les proches pourraient continuer à aller dans les EHPAD. Visiblement, elle était venue faire sa pub et raconter n'importe quoi. Exactement. Alors après, ça dépend des établissements, des directeurs d'établissements. Bien sûr. Globalement, il y a une peur, panique d'être responsable d'un cluster et après d'avoir cette responsabilité-là. Ça va, je crois que les familles ont compris. La responsabilité, elle est présente partout. Maintenant, empêcher les aînés de voir leur famille, c'est quelque chose d'assez ignoble en cette saison en particulier. Oui, non, mais une réaction, Kevin Bossuet? Oui, j'ai pas entendu. Je suis désolé, Valérie. C'était sur les EHPAD, en fait, sur certains EHPAD qui ont décidé de tout refermer, d'empêcher les proches de venir voir leur famille qui sont en EHPAD. Alors c'est pas tous les EHPAD évidemment, mais force est de constater qu'il y a aujourd'hui un resserrement, alors que la plupart quand même des aînés sont aujourd'hui vaccinés. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. À un moment, je trouve qu'on en fait trop. En effet, sur la Covid-19, les personnes dans les EHPAD ont beaucoup souffert. Je pense qu'on pourrait faire en sorte, en effet, d'accueillir leurs familles et d'en finir avec toutes ces restrictions. Parce que ce que l'on ne comprend pas, c'est que certes, il y a la protection contre la Covid-19, mais il y a aussi la santé mentale, que ce soit des plus jeunes ou que ce soit des plus âgés. Et à un moment, si on ne s'en préoccupe pas, je pense qu'il va y avoir des conséquences psychiatriques qui vont être terribles dans les
les mois qui viennent. Ça a déjà commencé parce qu'en effet, les services psychiatriques et notamment de pédopsychiatriques sont pleins. Et si on continue comme ça, on est en train de tuer moralement le pays et on ne se relèvera pas. Ouais. Un commentaire, Ergun? Je suis d'accord sur l'aspect bien-être mental qui est assez important, l'acceptabilité aussi de certaines décisions. Je comprends qu'au niveau des EHPAD, c'est assez délicat et qu'on doit s'adapter à l'évolution de la propagation du virus, mais il ne faut pas qu'on perde de vue cet aspect santé mentale et les liens humains qui sont essentiels et importants pour beaucoup de personnes et des liens de famille, surtout en cette fête de fin d'année, qui sont essentiels pour pas mal de monde. Voilà. Fatima Loisier, est-ce que vous y êtes confronté à Rueil-Malmaison? Est-ce que vous avez des établissements? En EHPAD, en tout cas, merci Valérie. Oui. En EHPAD, en tout cas, dans les EHPAD, beaucoup de mesures de précaution sont prises. On applique les gestes barrières. Donc ça, c'est important. Après, le problème ne vient pas tant des personnes âgées en EHPAD qui, pour la plupart, sont vaccinées. Ça vient surtout peut-être de leurs proches qui, eux, ne sont pas vaccinés ou eux ne respectent pas les gestes barrières, puisque vraiment le personnel soignant dans les EHPAD, ceux qui accompagnent et qui sont au quotidien avec nos aînés, mettent en place toutes les mesures pour éviter que la propagation du virus ait lieu, surtout dans des environnements qui sont plutôt clos. Mais en réalité, le virus, il circule par les hommes et les femmes. Et le risque, c'est de contaminer des personnes âgées quand on sait que 10% des 30 à 49 ans, donc les enfants des personnes en EHPAD, ne sont pas vaccinés, ou peut-être beaucoup aujourd'hui ne mettent pas en place des gestes barrières, etc. En fait, le risque, il vient de là. Donc, il faut protéger. Et malheureusement, tant qu'on vivra dans une société où certains, et après c'est mon avis personnel, mais certains ont jugé non pertinent de se faire vacciner pour des croyances personnelles ou des craintes, etc. Alors que le vaccin fonctionne et on le sait et ça permet de mitiger les risques, on se retrouve dans des situations qui sont difficiles et des arbitrages qui sont pris. Moi, j'espère, je fais le vœu que, bien évidemment, nos personnes âgées ne passent pas Noël toutes seules et isolées comme ça a pu être le cas par le passé. Kevin, votre coup de gueule, c'est un petit peu dans le droit chemin de ce qu'on vient de dire. Voilà. Oui, donc un coup de gueule contre tous ces médecins de plateau qui veulent s'immiscer dans notre vie privée pour savoir comment on doit réveillonner ou comment on doit passer les fêtes. C'est juste incroyable. J'écoutais le docteur Arnaud Fontanet sur RTL avec ses préconisations à se taper par terre. Là, alors il nous dit faire un test avant de se rendre au repas. C'est un petit budget, 5 € par personne. Vous pouvez mettre cela dans votre buffet de Noël. C'est quand même pas si cher. Donc en fait, en plus, on nous explique comment on doit dépenser notre argent. Pas plus de 6 personnes à table si possible. Les personnes fragiles devront être protégées et si possible être mises de côté et notamment en bout de table. Et surtout, n'oubliez pas évidemment d'aérer la pièce, même s'il fait -5 dehors. Ce n'est pas grave, c'est pour lutter contre la Covid-19. Josiane Delove sur LCI, même topo. Les précautions devront être moins strictes que l'année dernière. C'est trop charitable. Mais évitez les embrassades, les bises. Ne vous rapprochez pas trop. Éventuellement, si la soirée dure un peu, remettre le masque entre les plats. Non, mais je veux dire, je crois qu'on commence à en avoir marre, en effet, de tous ces médecins de plateau, de tous ces peines à jouir, du sanitairement correct, de tous ces rabat-joie, en effet, des gestes barrières. À un moment, on a eu une année compliquée, on a eu une année difficile, mentalement, moralement, et on arrive à un moment où on va se retrouver en famille. Il y a encore des médecins qui veulent nous dire comment on doit passer les fêtes. Et en plus, c'est complètement contre-productif. Je crois qu'à un moment donné, ils devraient se taire, ils devraient profiter de ces fêtes, en effet, pour s'enfermer chez eux, arrêter de coloniser les plateaux de télévision et nous fichent enfin la paix. J'ai beaucoup de respect pour ces médecins, mais encore une fois, ils ne se rendent pas compte de l'anxiété grandissante qui est en train d'envahir notre société. Je le vois notamment avec les élèves qui, en effet, en ont vraiment marre. On les oblige aujourd'hui à porter un masque dans la salle de classe et aussi bien dans la cour de récréation. On fait porter sur eux, en effet, le poids de la responsabilité de la diffusion du Covid. Ce n'est plus possible qu'on nous foute la paix et qu'on arrête en effet avec ces to-be qui dépassent très largement leurs compétences et qui ont un côté excessivement malsain, voire pervers, avec cette volonté de diriger nos faits et gestes. Moi, je trouve ça insupportable.
Alors, un auditeur vous dit, mais Kevin, vous allez faire quoi si un de vos proches décède des bêtises que vous êtes en train de dire? Parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec vous. Véronique, elle nous dit, bah oui, sur LCI, un médecin disait ce matin qu'il faut remettre le masque entre chaque bouchée. Alors, certains vous remercient, mais c'est gentil. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas médecin, donc on peut aussi entendre. Vous êtes responsable, vous pouvez entendre aussi que on puisse avoir besoin aussi de ces messages-là. Oui, non, mais bien sûr, j'entends qu'on puisse avoir besoin de ces messages-là, mais le problème, c'est qu'il y a une forme d'infantilisation, en fait, qui est inacceptable. Et vous savez comment réagissent les gens quand on leur ordonne de faire quelque chose. En fait, ils ont un esprit de révolte, ils vont faire exactement le contraire. Donc, à un moment donné, qu'il y ait des préconisations, que le ministre de la Santé nous dise, en effet, il est préférable de faire ça ou ça, très bien, mais qu'il y ait une colonisation des plateaux de télévision avec des médecins, en effet, qui vont toujours plus loin dans les restrictions sanitaires et qui veulent nous imposer en effet de la manière dont nous devons nous comporter, ce n'est pas possible. Je trouve qu'on est dans une société hygiéniste, une société entre guillemets du totalitarisme. À partir du moment où on commence à s'immiscer dans nos vies privées, à voir un petit peu ce que l'on doit faire ou pas, je trouve que l'on va trop loin et je pense que les historiens seront très sévères dans les années qui viennent sur la gestion de ce Covid en termes de remise en cause de nos libertés individuelles, mais également au niveau des conséquences mentales de toutes ces restrictions. Mais c'est mondial. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Vous réagirez après la pub. On va marquer une petite pause et on va revenir sur ces consignes. De toute façon, on va en parler avec le pass vaccinal qui semble être en cours d'être validé par le gouvernement et d'être présenté au Parlement. À tout de suite. Les débats en direct avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur RT France, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Ergun Toparsian, porte-parole de Territoire de Progrès, et Fatima El Ouazdi, adjointe au maire de Rueil-Malmaison et fondatrice de Politiquel. On va revenir sur évidemment l'actualité Covid, le pass vaccinal qui risque d'entrer en vigueur, le vaccin pour les enfants. Est-ce que ce vaccin, vous le ferez? Vous pouvez évidemment nous appeler 0826 300 300. On va revenir sur Grenoble aussi, ce professeur traité d'islamophobe suspendu par sa direction, et puis Valérie Pécresse en Arménie. Tous ces sujets avec vous. Peut-être revenir sur ce qu'évoquait Kevin Bossuet, sur ces conseils qui sont donnés par les différents médecins sur les plateaux. Ergun Toparslan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Kevin a raison ou est-ce que ces médecins ont raison de mettre en garde contre des contaminations pendant les fêtes? Kevin a raison sur l'aspect impact mental et sur la santé et le bien-être de nos concitoyens. C'est sûr que c'est une période pas évidente et qu'on connaît très peu les impacts à moyen long terme. Par contre, sur le fait de leur retirer la parole et de remettre en cause la parole, je suis pas en phase avec ça là. Évidemment, c'est une période compliquée, y compris pour nos experts et nos médecins. Donc, on n'a pas d'autre choix que de leur faire confiance et de les écouter dans les préconisations qu'ils nous donnent. Derrière, on n'est pas non plus obligé de perdre l'esprit critique, mais de là à remettre en cause leur présence sur les plateaux, je suis pas du tout sur cette ligne-là. Eux, pareil, ils peuvent remettre en cause la présence sur les plateaux des pseudo-experts qui veulent donner à chaque fois des consignes et des directives sur la gestion épidémique et la gestion de nos hôpitaux. Donc voilà, je suis beaucoup plus sur la ligne de faire confiance à nos scientifiques, faire confiance à nos experts dans les domaines scientifiques et leur laisser la parole parce qu'on n'a pas de choix. Ils ont le cursus et la formation pour pouvoir nous guider dans cette période difficile. Et je peux comprendre également la lassitude et l'énervement de beaucoup de personnes, également notre entourage qui est concerné. Mais malheureusement, quand on voit certains pays qui reconfinent aujourd'hui, et si notre objectif c'est de pas retomber là-dedans, on n'a pas d'autre choix que d'écouter les experts et les connaisseurs dans ce domaine-là. Ouais, Fatima El Ouazdi. Déjà, on voit que tous les médecins sont d'accord. C'est déjà une chose assez rare d'avoir plus ou moins tout le monde qui est d'accord. Enfin, moi, je regarde les chaînes d'infos. Je lisais ce matin un article de l'Opinion qui montre que si les médecins aussi prennent la parole et incitent les Français à avoir des comportements responsables pour les fêtes de fin d'année, c'est parce que je vous rappelle que les médecins aussi, ils ont le droit à avoir des fêtes de Noël et avoir du repos. Et les médecins sont fatigués aujourd'hui et ça fait maintenant
presque 2 ans qu'ils subissent des vagues à répétition, qu'ils ont des difficultés de recrutement, surtout pour les fêtes. On va avoir peut-être pas assez de médecins pour accueillir des patients en réanimation qui sont toujours plus nombreux. On a dépassé le stade des 3000 patients en réanimation sur une capacité de 5000, mais ça ne veut pas dire qu'on doit pousser encore les limites de l'hôpital et qu'on doit absolument arriver à 5000 pour se dire c'est pas grave, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc oui, peut-être que les gens sont en train de rabâcher la même chose à la télé en permanence, mais c'est parce qu'on ne veut pas avoir sur la conscience, moi je ne veux pas fêter Noël, avoir sur la conscience le décès d'un de mes proches parce que je n'aurais pas respecté les barrières, ou parce que je ne me serais pas fait tester dans la journée avant d'aller à mon dîner de Noël. Donc je pense aussi, on appelle à la responsabilité individuelle des Français. Encore une fois, on n'a pas dit à tous les Français, non, on va vérifier autour de la table, on va venir mettre un policier autour de chaque table pour vérifier que tout le monde a bien été testé avant le repas de Noël. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, on vous incite à avoir des comportements responsables pour faire en sorte qu'il y ait le moins de contamination possible et parce qu'on a tous besoin de se retrouver le 24 au soir. Ouais. Kevin, il y a un truc, on peut éteindre la télé aussi. Hein. Oui, moi j'ai pas de télévision et je vis très bien. Voilà. Donc. Voilà. Mais il est sur les plateaux, il va pas s'étendre lui-même. Voilà, il va pas, voilà. Je ne regarde que les émissions dans lesquelles je suis, voilà. Voilà, où il y a des médecins, alors voilà. Oui, j'en croise. Alors, Fatima, vous c'était un coup de gueule contre les violences psychiatriques. Alors, je vais juste revenir sur un article du Parisien qui est paru aujourd'hui, qui met en lumière le sujet dont on ne parle pas assez. Pourtant, on a eu le Grenelle des violences. Le Grenelle des violences a mis ce sujet sur la table. C'est le sujet des suicides forcés dans les couples qui résultent en fait de violences psychologiques. Et il y a eu un rapport qui a été commandé et qui est paru au niveau de l'Union européenne sur les 27 États membres, qui fait part en fait de 1136 suicides forcés en 2017 en Europe, avec 209 quand même qui sont comptabilisés au niveau de la France. Il faut rappeler qu'en 2017, le nombre de féminicides était de 130. Donc en fait, ça vient doubler le nombre de féminicides. Et c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Moi, je voulais juste mettre en lumière ce qui a été fait par le gouvernement lors du Grenelle des violences conjugales, qui a permis en fait d'aboutir à une loi, à un projet de loi avec des recommandations, notamment sur ce sujet, puisque mettre la pression psychologique sur son conjoint ou sa conjointe, c'est maintenant une circonstance aggravante en cas de suicide et qui peut aboutir, en tout cas l'auteur de cette violence psychologique peut écoper de 150 000 € d'amende et de 10 ans d'emprisonnement. Et je trouve que c'est un sujet qui est parfois un peu, je dirais, le parent pauvre des violences conjugales et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je voulais utiliser ce matin cette tribune-là pour... Et c'est Yael Meloul, l'avocate, qui est souvent sur Sud Radio, qui s'est battue, qui a porté cette cause et mis l'éclairage sur les suicides. Moi, je voulais dire un mot des réseaux sociaux avant de vous donner la parole, Ergun, parce que je crois que votre coup de gueule va nous amener sur un débat. C'est l'emballement des réseaux sociaux. Vous allez me dire, c'est une tarte à la crème, mais sur les fake news, c'est cette affaire Anna Chloé à Chambéry, cette petite fille qui disait avoir été violentée par ses camarades, victime d'une agression raciste. En fait, elle est tombée toute seule et ses blessures au visage qui ont fait le tour des réseaux sociaux avec sa mère qui a réclamé justice, finalement, elle a avoué qu'elle avait menti. Et tout ça s'est emballé pour devenir une vérité, avec même Cyril Hanouna qui a dit qu'il allait s'en occuper à la rentrée. Il y a ça, et puis il y a aussi la fake news autour de Brigitte Macron. C'est parti d'une femme qui a dit qu'elle était un transsexuel et d'un seul coup, c'est devenu le truc le plus vu sur les réseaux sociaux. Donc un peu de discernement quand même sur ce que vous lisez. Ça vous fait sourire, Kevin Bossuet ? Oui, je dois dire que je me suis beaucoup amusé de l'affaire Jean-Michel Trogneux. Ça m'a beaucoup fait rire. Évidemment que c'est parfaitement idiot et offensant pour Brigitte Macron. Et j'espère qu'elle portera plainte parce que là, c'est une véritable atteinte à son... elle a raison. C'est une véritable atteinte à son honneur. Alors, les réseaux sociaux, ça peut être des bonnes choses. On peut dénoncer de très belles choses dessus. On peut donner la parole davantage aux citoyens dessus. Mais il faut faire attention aussi parce qu'on peut tout dire et n'importe quoi. Et le problème de ce genre de choses, c'est que dès que quelque chose est lancé et qu'on se rend compte que finalement, quelques jours après, ce
ce n'était pas vrai. En fait, on n'insiste jamais sur le fait que ce n'était pas vrai. Ce qui reste dans la tête, c'est la rumeur qui a été lancée. Et c'est ça qui est dommageable. Et peut-être que l'éducation nationale doit aussi travailler là-dessus, sur l'apprentissage aux médias, sur apprendre aux élèves à hiérarchiser une information, avoir un esprit critique, à croiser les sources également. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on devrait faire davantage dans un monde de plus en plus médiatique où les réseaux sociaux occupent une place importante. Ouais. Alexis, je vous ai vu aussi cette affaire. Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup fait marrer parce que y a plusieurs choses. Je crois que il y a un comité qui a été mis en place sur les fake news, les discours de haine au niveau européen, au niveau français. Enfin, c'est des comités Théodule, tout ça, parce que la réalité est que effectivement, c'est à l'école qu'on va développer l'esprit critique sur à la fois comment on peut s'informer, qu'est-ce que c'est que s'informer, qu'est-ce que c'est que la fabrique de l'information, parce que c'est pas nouveau les rumeurs, et on est en année présidentielle, donc elles ne vont faire que s'amplifier, que se multiplier, être de plus en plus nombreuses. Donc c'est un travail personnel. Très peu de Français ont le temps de s'informer. Honnêtement, ça prend du temps. Donc quand on voit passer un truc, si on a envie d'y croire, on y croit. Et donc ça devient très compliqué parce que on est quand même une démocratie libérale. On a la loi sur la liberté de la presse de 1881 qui permet de dire des choses et d'être censuré a posteriori. Et heureusement, cette loi, c'est un pilier de notre démocratie, de notre République. La République en marche a voulu mettre un coup de hache dans le pilier. Ça s'est arrêté tout de suite. C'était la loi Avia. La censure avant, a priori. Donc, tant pis, il y aura toujours des fake news. C'est l'esprit critique qui doit être développé et ça se passe à l'école. Après, les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'amusement. Il y a un rôle aussi de la classe politique, parce que je crois que c'était sur Sud Radio hier ou avant-hier, Philippe Devilliers qui nous rapportait un scénario à abracadabrantesque. Non, c'était sur Europe 1. Ouais. C'était chez vous, je crois. Ah bon? Je sais pas. J'ai vu moi sur Europe 1 où il racontait effectivement un certain nombre d'informations, où il rapportait des informations complètement erronées. Mais allez-y, je vous laisse la parole. Non, la classe politique également a un gros travail à faire. Il faut faire très attention dans la façon dont on colporte, on ramène des éléments dans le débat public. C'est sûr, c'est pas évident. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'informations, mais on a cette exigence de prise de recul et quand on voit le niveau sur certaines prises de parole, c'est assez inquiétant. À nos concitoyens de faire la différence, mais jusqu'à quand pourront-ils le faire quand ils seront noyés dans les fake news ? C'est pas évident parce que c'est pas évident du tout. Je vois encore des commentaires sur un complot des Rothschild autour du vaccin. Ça, c'est pas neuf. Après, non, c'est pas neuf. Mais ce que je veux dire, c'est que les réseaux colportent et qu'on tombe assez vite. Philippe Devilliers qui dit qu'il y a eu un grand scénario, une mise en scène du coronavirus en 2019. Avec le pass vaccinal, en mettant Davos dedans, les big pharma, big data, il ne sait même pas ce qu'il racontait, c'est extrêmement grave, je veux dire. Ouais. Il va être écouté pendant la présidentielle. J'aimerais revenir un peu sur ce que vous avez dit, Valérie. Ouais. Je ne connaissais pas l'histoire de cette collégienne ou de cette écolière. Mais en fait, en écoutant l'histoire, ça ressemble beaucoup à l'histoire de Samuel Paty, un enfant qui dit quelque chose et une instrumentalisation derrière sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a du racisme, qu'il y a machin, ça lance une cabale contre peut-être les enfants qui ont fait ça ou le professeur qui a fait ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est absolument fondamental. On ne peut pas laisser des choses être colportées. Il faut pas se laisser emporter par l'émotion quand on lit quelque chose. Il faut essayer de sourcer l'information, de revenir à la source de l'information et d'attendre que des journalistes aient fait des enquêtes, que la police ait fait son enquête, etc. avant de tout monter en épingle. Quand je vois le tourbillon médiatique que vous avez décrit, c'est vrai qu'on dirait un petit peu près la même chose, c'est-à-dire que des gens qui disent, Cyril Hanouna qui dit je vais me saisir de ce sujet, je vais en parler, etc. Alors qu'on est sûr de rien. Oui, on est sûr de rien. C'est exactement ça. C'est bien ça. C'est bien ça qui est terrible et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment lutter contre les fake news, c'est qu'on est sûr de rien. Le réel, c'est une construction à la fois médiatique, politique, c'est des récits en fait qui s'entrechoquent. La guerre de l'information, c'est ça. Et donc la fake news, elle fait partie des outils qu'on a dans la guerre de l'information. L'affaire Benalla, par exemple, affaire d'été pour certains, affaire d'État pour d'autres, avec la cellule riposte au sein de l'Élysée qui était là pour mettre en place toute une réponse par rapport à ça. Les témoignages, plus récemment, de Monsieur Palombi qui se faisait passer pour vacciné alors qu'il ne l'était pas,
pro-Macron et qui retémoignent sur les réseaux sociaux. Bref, il y a un vrai problème de fond qui est celui de la guerre de l'information. Et ça, on ne peut pas lutter avec des lois de censure. Moi, je suis vraiment contre la censure, défenseur de la loi de 1881 et pour la responsabilité de chacun. Lutter contre les fake news est illusoire. Ça veut finalement remettre à mettre en place un régime de censure. Et j'ai pas parlé de censure. Hein. J'ai juste alerté et décrit un emballement médiatique sur une fake news en particulier. Par ailleurs, vous avez parlé de la loi Avia, Alexis, mais il faut rappeler qu'en fait, on a essayé en France, mais on n'est pas parvenu à copier le modèle allemand de la régulation des réseaux sociaux. Et c'est vrai que nous, on a un bloc de constitutionnalité assez différent. Donc, censurer, et c'est pas tant de la censure, c'est anticiper avec des signalements. Si un contenu est énormément signalé, la plateforme le supprime au bout de 24 heures. C'est un choix de régulation qui est, que vous dites a priori ou pas forcément a priori, mais c'est extrêmement rapide. Mais c'est pour éviter que des choses se propagent, que des fake news se propagent sur des sujets de violence, sur des sujets de santé, sur des sujets politiques qui peuvent nuire par exemple à des élections, etc. Donc il y a toute une logique dans la régulation sur les réseaux sociaux, en tout cas sur le numérique, qui n'est pas forcément évidente. Et malheureusement, il n'y a aucun modèle qui est vraiment parfait en fait. Le modèle parfait, ce serait une conscience collective et une responsabilité, ne pas se laisser emporter par l'information tous ensemble et de prendre des pincettes. Mais aujourd'hui, le jeu médiatique, le jeu politique, le jeu sur Twitter, etc., fait que tout le monde réagit en permanence. C'est la culture de l'indignation en permanence. Et c'est extrêmement difficile. Enfin, moi, j'ai remarqué ça. Enfin, moi, j'ai arrêté de tweeter, de réagir à l'actualité tous les 4 matins parce que c'est absolument épuisant. Et après, on fait des burn-out, je pense, sur l'indignation. Donc, il faut faire attention. Burn-out de l'indignation. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité en direct avec Kevin Bossuet, Fatima El Ouazdi, Ergun Toparsian et Alexis Poulain. Ergun, on n'a pas eu votre coup de gueule qui concerne Manuel Valls ou coup de cœur, je ne sais pas. Ancien coup de cœur, parce que c'est une personne avec qui j'ai longtemps milité au sein du Parti Socialiste, mais coup de gueule actuel, avec sa sortie médiatique de dimanche dernier, notamment sur l'arrêt de l'immigration et l'arrêt du regroupement familial. Ça m'a particulièrement touché, tout d'abord parce que c'est une personne avec qui j'ai mené de longs combats lors de mon premier engagement politique au sein du Parti Socialiste, avec lesquels on partageait une certaine vision des difficultés de notre population, il n'y avait aucun sujet tabou, notamment en ce qui concerne l'immigration. Mais là, pour le coup, il sert le fantasme, il sort un peu du cadre républicain qu'on s'était fixé, c'est-à-dire que on n'allait pas tomber dans le renoncement et de l'exigence de l'égalité. Et avec cette sortie-là, Manuel Valls a tout d'abord fait mal à une grande partie des personnes issues de l'immigration parce que tout d'abord, on s'éloignait de cette exigence d'égalité et de deux, il est tombé dans son outil, dans sa volonté de triangulation sur ce débat-là, dans l'utilisation de termes qui n'étaient pas ceux de la gauche jusqu'à maintenant, notamment le terme d'assimilation contre l'intégration. Derrière, on peut avoir le débat évidemment sur ce sujet qui est un sujet important, qui aura une place importante lors du débat dans les élections présidentielles. Mais de l'autre côté, je pense qu'on doit également partir vers de nouvelles perspectives parce que quand on fait la confrontation unique entre l'intégration contre l'assimilation, on s'en sort pas et on se retrouve à des échanges dialectiques, notamment sur les plateaux TV. Donc, coup de gueule sur cette prise de position et puis cette mise en avant de théories et des termes de la droite traditionnelle qui l'éloignent un peu plus de la gauche. J'étais retombé du coup sur une déclaration d'Alain Juppé qui lui notamment parlait plus d'intégration que d'assimilation et on voit que pour le coup Manuel Valls se trouve un peu plus à droite qu'Alain Juppé, ce qui me fait un peu mal au cœur et ce qui est mon coup de gueule pour cette émission. Mais lui, il a dit la gauche républicaine doit pouvoir parler d'immigration, dire par exemple aujourd'hui qu'il faut arrêter l'immigration. Kevin Bossuet, vous partagez? Oui, enfin, je comprends pas bien le verbiage qui était prononcé là, parce que la République, c'est justement la maîtrise de nos frontières. Je veux dire, qu'on est républicain, on doit pouvoir maîtriser nos frontières, et surtout l'assimilation, c'est la République justement, c'est l'assimilation républicaine, c'est la gauche qui a renié en effet ce modèle assimilationniste pour lui substituer en effet le modèle intégrationniste. Et on voit bien qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas puisqu'il y a des gens sur notre territoire qui ne partagent pas nos valeurs, qui ne vivent pas
à la française. Donc, il ne s'agit évidemment pas de renier ses origines, parce qu'il faut être fier de ses origines, mais à partir du moment où on va dans un pays, il faut partager au minimum la manière de vivre, il faut partager au minimum les valeurs. C'est la fameuse citation « Un Rome vit comme les Romains, ailleurs vit comme on y vit », tout simplement. Et je salue en effet Manuel Valls, qui appartient à une gauche clairvoyante, qui a bien compris en effet que les problèmes liés à l'immigration et les problèmes liés à l'absence d'assimilation pose notamment souci aux catégories populaires. Et j'en profite également pour rendre hommage à Laurent Bouvet, ce politologue qui est récemment décédé, qui avait contribué à populariser le terme d'insécurité culturelle et qui avait montré en effet que la gauche avait quitté une partie du peuple en ne se souciant pas de l'insécurité culturelle dans lequel ce dernier se trouvait parfois. Donc bravo à Manuel Valls, qui appartient à une gauche pragmatique, une gauche responsable, une gauche républicaine, une gauche laïque, et tous ceux aujourd'hui qui lui tombent dessus appartiennent tous au même courant, la gauche woke, la gauche islamo-gauchiste, la gauche racialiste. C'est la gauche pas pour l'assimilation. Vive la République, vive Manuel Valls. Il est très bien. Je l'ai dit avant tout le monde, pendant que vous étiez peut-être la campagne d'autres personnes, mais c'est pas pour autant qu'il faut servir ce fantasme-là. Il faut assumer notre diversité et pas aller à forcer les gens à renoncer à leur... Parce que quand on parle d'assimilation, on renonce Vous ne savez pas ce que c'est que l'assimilation, monsieur. Mais quand j'entends ce qui sort de votre bouche, ça m'inquiète vraiment. Donc, avoir des origines, avoir des racines et être complètement intégré dans la République et la République française, c'est notre honneur, et on le fait de façon plutôt bien. Derrière, pas perdre de vue qu'on a des problèmes de séparatisme dans notre pays. Peut-être pas tous. Il y a effectivement des problèmes de séparatisme. Évidemment, il y a des problèmes de séparatisme, mais ça doit pas nous pousser à... après, il faut voir les origines des problèmes de séparatisme. On le sait, on l'a diagnostiqué ensemble. Il y a des démissions de l'État dans certains endroits, de façon sociale, de façon urbaine, avec la ghettoisation. Donc, plutôt que de se concentrer sur les origines de cette démission de ce séparatisme-là, aller tout de suite sortir des drapeaux, arrêter l'immigration, arrêter le regroupement familial, parler d'assimilation. Je suis désolé, mais là, on peut très bien de républicain, de gauche, en assumant sa diversité, en mettant en avant une diversité qui a réussi son intégration. Alors, attendez, Fatima Aloisier, parce qu'on parle de zémorisation de Manuel Valls, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il n'y a pas que la droite ou l'extrême droite qui doit parler des sujets d'immigration. Moi, je ne suis pas issue de la gauche par ailleurs, donc je viens de la droite républicaine et j'en suis issue et je suis fière de mon parcours politique, parce que une des raisons pour laquelle je n'ai jamais été à gauche, et je pense que ce n'est pas forcément ma culture politique, c'est ce côté, parfois, il y a eu de l'aveuglement sur ces questions-là, et de voir Manuel Valls s'en saisir avec peut-être des mots qui sont durs. Je ne dis pas que je partage les mots qui ont été employés par Manuel Valls. Je dis qu'il n'y a pas que la gauche qui peut s'en saisir. Kevin a parlé de Laurent Bouvet, mais il y a beaucoup de figures de gauche aujourd'hui qui souhaitent en parler. Je crois qu'il y a eu aussi la question, Arnaud Montebourg a été presque cancelled de sa propre campagne pour avoir parlé du sujet je crois que c'était des allocations, je ne sais plus c'était quel sujet précisément, mais en tout cas voilà, il y a une tentative, en fait je pense qu'il y a une scission dans la gauche historique qui est celle qui arrive à parler de ces sujets-là de façon, je dirais, consensuelle pour une partie de la gauche, et qui les rassure dans des discours peut-être qui sont importés de la culture américaine, etc., et donc avec un certain risque politique, parce que c'est pas l'universalisme de la gauche que moi j'ai connu quand j'étais petite, et que par ailleurs j'ai souvent respecté dans ses positions, et je pense que la gauche a des sujets politiques à traiter, et d'ailleurs pour moi c'est l'une des raisons sur laquelle la gauche n'arrive pas à s'unir aujourd'hui, c'est l'universalisme, et quand on voit qu'il y a des personnalités de gauche qui se font régulièrement bâcher sur les réseaux sociaux ou sur des plateaux télé pour avoir un discours sur le wokisme, le féminisme, etc. Moi, je trouve que c'est dommage que la gauche n'ait pas une parole politique unifiée sur ces questions, et je pense que c'est ça qui la dessert aujourd'hui, et pour ça qu'elle n'arrive pas à décoller dans les sondages, parce que quelque part, je pense que les Français ne sont plus dupes sur ces questions-là. Presque, elle dit Manuel Valls, quelque part, il n'est plus élu sur rien du tout, je ne comprends même pas pourquoi il fait encore beaucoup de plateaux télé. Je pense qu'il devrait aussi s'abstenir à une parole politique peut-être un peu moins importante, parce qu'il n'est plus élu comme il a pu l'être. Enfin, il a été ancien Premier ministre, il a une parole, il a droit à une parole. Il tenait pas tout à
fait les mêmes discours en étant Premier ministre. Hein. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que oui, en plus, alors tout à fait. C'est-à-dire que il est peut-être plus radical que ce qu'il n'a été au pouvoir par ailleurs. Il n'était pas au pouvoir il y a si longtemps, c'était il y a 5 ans, donc ça passe vite. Mais en 5 ans, les choses ont aussi peut-être un peu changé. Alexis Poulain, je vous donne la parole dans un instant sur Sud Radio sur ce sujet. Avec vous, à tout de suite. Les débats avec vous en direct jusqu'à midi. On sera avec vous en direct toute la semaine pour débattre et commenter l'actualité. Alexis Poulain, est-ce que vous êtes choqué par la phrase de Manuel Valls ? Oui, parce que c'est Manuel Valls et je suis assez d'accord. Il y a un trajet particulier de cet ancien Premier ministre socialiste jusqu'au soutien quasi officiel de Valérie Pécresse. Donc, ça pose question. Après, l'immigration, c'est pas un sujet de campagne, c'est une question de société. C'est la façon dont on l'envisage, la façon dont on l'organise. Si c'est pour accueillir des gens dans des conditions comme à Calais, où on les maltraite, où derrière c'est le chaos qui s'ensuit, évidemment, ça ne va pas. Mais il y avait un discours de gauche sur l'immigration dans les années 80, notamment tenu par le Parti communiste, qui montrait que c'était une armée de réserve du capital et que cette armée de travailleurs immigrés, finalement, était là pour maintenir les salaires, maintenir la peur du chômage. Aujourd'hui, on parle même plus de travailleurs immigrés. Vous voyez comment le langage aussi a évolué. On parle de migrants, on parle de réfugiés. Donc, on n'est même plus sur la base de gens qui viendraient chercher une vie meilleure, mais on est là sur des mouvements de population qui ne font que commencer. C'est Nicolas Sarkozy qui le disait il y a peu. J'étais assez d'accord avec cette analyse. Si vous pensez que le problème est important, il ne fait que commencer. L'Europe est totalement incapable de gérer ce problème migratoire. Ça fait des années qu'on parle de quotas, qu'on parle de contrôle aux frontières. Frontex a des moyens qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et derrière, aucune solution pour gérer ces flux, pour aussi organiser la vie de ces populations jeunes qui désertent leur pays parce qu'elles n'y ont pas d'avenir. C'est ça la vraie question aussi. Comment faire pour que ce monde s'organise pour éviter ces flux migratoires massifs qui vont déstabiliser des régions entières. La Turquie aujourd'hui fait office de proxy. L'Union européenne paye le régime de Recep Tayyip Erdogan pour gérer les frontières. On a vu le chantage à l'immigration de la Biélorussie. Tout ça n'est que le début. Et puis, ne parlons pas de la Libye. Mais cette question-là, c'est pour ça je pense qu'elle est au-delà d'une question de campagne trop simple de dire attention, les migrants sont là pour nous remplacer, etc. Ça va. Non, c'est beaucoup plus complexe et c'est une question économique, c'est une question de géopolitique et c'est une question de société encore une fois. C'est-à-dire comment on assimile, comment on intègre, comment on fait qu'on vit ensemble dans une République aimante. Aujourd'hui, la République est maltraitante. Aujourd'hui, la République ne sait plus vraiment où elle habite. On le voit avec ce gouvernement qui a du mal à aussi gérer. Emmanuel Macron, c'est un coup à gauche, un coup à droite. Un coup, on parle de flux migratoires. Un coup, on dit attention, on doit accueillir tout le monde. C'est un débat qui mériterait un débat européen déjà, et d'une, qui n'est jamais tenu ni à la hauteur, et des moyens à la fois de contrôle des frontières. Aujourd'hui, Schengen est en train de s'effondrer avec le passeport vaccinal. C'est une façon de dire qu'il n'y a plus vraiment de frontières ouvertes. Et puis, les frontières européennes. Comment aujourd'hui on maintient les frontières européennes? Et puis ensuite, toute la question de l'aide au développement, des pays en développement. Comment aussi, nous, la France, nous sommes responsables en vendant des armes de destruction massive à des régimes qui vont déstabiliser des régions entières. Ça aussi, c'est passé sous le bandeau systématiquement. On parle d'islamo-gauchisme, on parle jamais d'islamo-affairisme, par exemple. Donc, il y a un vrai sujet énorme, en réalité. C'est le petit bout de la lorgnette de parler d'immigration en campagne présidentielle. Oui, enfin, je sais pas, Kevin voulait réagir, c'est le petit bout de la lorgnette, mais la lorgnette, elle a aussi peut-être parfois besoin d'être ajustée et de dire un certain nombre de choses, sinon vous ne faites rien aussi. Mais c'est évident, je veux dire, la France n'a pas pour vocation de devenir le laboratoire multiculturel de la gauche bien pensante, ni d'accueillir toute la misère du monde. Pourquoi cette question, en effet, ressurgit au sein du débat français aujourd'hui? Parce qu'on voit les conséquences désastreuses de l'immigration, mais surtout le manque d'assimilation. Et tout à l'heure, j'entendais quelqu'un opposer finalement république et assimilation. Mais l'assimilation, ce n'est pas renier ce que l'on est. L'assimilation, c'est dire à la fois vive l'Algérie si on est d'origine algérienne, mais c'est également dire vive la France. C'est ça une assimilation finalement, c'est être heureux d'être français, d'être heureux d'être sur le territoire français. Et quand j'entends des gens qui disent nique la France, j'aime pas la France, qu'est-ce que c'est que ce pays, etc., ce n'est pas possible. À partir du moment où on est en France, on doit partager les valeurs de la France, on doit partager les valeurs de la République, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Quand vous avez des jeunes musulmans qui considèrent en effet que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République, en effet, ça pose problème. Et la vérité, c'est que
que beaucoup de gens issus de l'immigration sont sensibles à ce discours parce que ce sont les premières victimes du manque d'assimilation, de l'insécurité qui est due notamment par l'arrivée massive de migrants, même si évidemment tous les migrants ne créent pas d'insécurité, mais il y a quand même une question autour de ça. D'ailleurs, quand je vais dans la rue, parfois il y a des gens qui m'arrêtent, beaucoup issus de l'immigration, qui me remercient de ce discours, de ces gens qui en ont marre, en effet, d'être les objets de cette gauche qui, en refusant finalement de parler des vrais problèmes, contribue à faire une confusion. En effet, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui aiment la France, qui se comportent merveilleusement bien, et ça, il faut le dire. Et malheureusement, il y a toujours cette gauche qui est toujours en train de ramener les gens à leurs origines sociales et leurs origines ethniques. Moi, dans ma salle de classe, quand je vois des gens d'origine algérienne, égyptienne, sri-lankaise, etc., je ne vois pas des gens qui ont ces origines, je vois des Français, et je suis très heureux, en effet, de donner cours à des petits Français. Voilà, donc qui en a marre de cette forme de racialisme, de ramener tous les gens à leurs origines sociales. Nous sommes tous Français, c'est ça la République, et c'est ça l'assimilation républicaine. Dans la République, il y a le triptyque liberté, égalité, fraternité. Le souci, c'est que là, on s'éloigne un peu de l'égalité quand on fait une dissonance comme ça entre les Français en fonction de leur origine ou pas. Là, je pense mais que c'est vous qui le faites. Non, justement, il dit l'inverse. Kevin Bossuet. Justement, il dit l'inverse. En fait, ce que dit Kevin Bossuet, c'est très bien, mais je suis pas certain que ce soit l'assimilation en vrai. Et ce que les gens pensent derrière le mot assimilation. Moi, je pense que vous maîtrisez surtout pas les concepts et que vous racontez n'importe quoi, parce que si vous saviez ce que c'était l'assimilation, vous verriez que c'est ce qui a construit notre pays, en effet, depuis des années, et c'est ce qui nous a permis de vivre ensemble. Et c'est justement parce qu'il n'y a plus d'assimilation qu'on ne peut plus vivre ensemble, parce qu'on se retrouve avec des zones de non-France, avec des gens qui ne vivent plus à la française, voire qui rejettent la culture française. Et c'est ça le problème. Ça veut dire quoi, vivre à la française? C'est-à-dire partager les valeurs de la République, c'est-à-dire partager vous cachez vos idées, là. Regardez, les critiques que l'on m'ont fait, c'est exactement les critiques que l'on faisait à quelqu'un comme Laurent Bouvet. Tout simplement, à partir du moment où on défend la laïcité, à partir du moment où on défend la République, tout de suite, on est catalogué à l'extrême droite. Mais non, la République, qu'est-ce que c'est? C'est faire en sorte que tous les enfants, quelles que soient leurs origines ethniques ou leurs origines sociales, puissent évoluer dans la société française. C'est ça la République et l'assimilation. Il fait un débat sur un autre plateau, on dirait. Je n'ai absolument pas dit ça. Bon, je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord. Vous avez exprimé chacun vos opinions, mais je voudrais continuons dans le wokisme, pardon, on n'était pas dans le wokisme. Si, on y était. Je crois qu'on était à contresens. Vous voyez, Valérie, on était un peu à contresens. Vous êtes toujours aussi lucide. Ce qui s'est passé à Grenoble, Klaus Kinzer, ce professeur qui avait été affiché pour islamophobie dans cette université de Grenoble. On a appris hier donc qu'il avait été suspendu par sa direction, par la présidence de la faculté pour islamophobie. Donc c'est une réaction qui a évidemment fait couler beaucoup d'encre. Laurent Wauquiez lui parle d'idéologie, de dérive idéologique. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre quand même la décision qui a été prise, dans la mesure où ce professeur son nom a été jeté en pâture un peu partout sur les réseaux sociaux. Il a été menacé de mort. Les étudiants qui ont fait ça n'ont pas été du tout inquiétés. Et c'est vrai qu'on s'interroge un petit peu sur cette suspension de 4 ans. 4 mois, contre cet enseignant. Alexis Poulain. Oui, ça me touche d'autant plus que j'ai fait mes études à l'IEP de Grenoble, donc je connais bien le lieu. C'était pas du tout comme ça à l'époque. Quelle année ? Il y a une vraie dérive particulière. Je dois dire que si le lieu de l'université n'est plus le lieu du débat, mais le lieu de la censure, d'une guerre idéologique qui se fait à coup de politique, de camps politiques, d'invectives, de menaces, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que le débat va se dégrader encore plus dans toutes les sphères de la société française, parce que l'université, c'est vraiment le lieu où la parole est libre. On l'a vu, c'est pas nouveau, la cancel culture, lorsque certains venaient faire des conférences dans des facultés, était interdit de venir les faire, des pièces qui ne pouvaient pas avoir lieu. Donc il faut très vite, c'est pas nouveau, on parle de ça depuis 5 ans quasiment, mais il y a une dérive extraordinaire de dire que ce lieu-là de l'université est un lieu de combat idéologique.
Non, il est le lieu du débat absolu. Il faut revenir à ça. C'est terrible de voir qu'on est en train de prendre tous les travers américains. Alors là, pour le coup, oui, c'est du woke, et oui, c'est de la cancel culture. Et oui, on est en train de transformer des campus en campus à l'américaine où ça devient une guerre idéologique. Non, l'école française d'ailleurs, qui a fait ça d'une certaine façon, était justement pour ce lieu du débat. Et l'université de Vincennes, par exemple, c'était ça. Et ça doit redevenir ça. Il faut raison garder. Enfin, suspendre un prof 4 mois derrière le président de région qui vient pour dire je veux suspendre les subventions. Mais on est où chez les fous. Hein. On est où chez les... Non, mais on est chez les fous. Il avait parlé d'institut, à propos de l'Institut d'études politiques de Grenoble, de rééducation politique. Il a accusé un noyau dur de collègues adeptes, selon lui, des théories woke, d'endoctriner des étudiants et donc et de laisser la direction faire. Et donc, conseil de discipline. Et c'est lui qui est puni. Fatima El-Ouazi. Déjà, sur la réaction de Laurent Wauquiez de supprimer ou de couper des subventions, je trouve que c'est extrêmement violent parce que je ne pense pas que 100% des étudiants de l'IEP de Grenoble méritent d'être punis parce qu'il y aurait eu, et je dis bien aurait parce que je ne sais pas la réalité des faits, si c'est vraiment avéré, etc., parce qu'il y aurait eu des dérapages à l'encontre d'un enseignant. Je trouve que c'est extrêmement brutal de priver déjà tous les étudiants de cette école. Par ailleurs, moi je pense que c'est dirigé contre la présidente de la direction de l'école, bien évidemment. Après, moi ce qui m'interpelle, c'est plutôt au global sur cette histoire que je ne connais pas extrêmement bien, mais dont j'ai entendu parler, c'est la liberté d'enseigner. Faut garantir aussi aux professeurs, aux enseignants la liberté d'enseigner. Je suis désolée, c'est pas l'étudiant qui va dicter au professeur le contenu de son cours. Non, je pense que c'est important de rappeler qu'à l'université et dans les écoles, les enseignants ont cette liberté du contenu de leur cours. Et ça doit pas être l'inverse qui se produit. Et on ne doit pas lancer des fatwas contre des enseignants en placardant leur nom dans certains murs, en les accusant d'islamophobie, parce qu'on a aussi vu ce que ça a créé pour Samuel Paty. Je suis désolée, je réutilise cet exemple. Mais c'est exactement ce qui s'est passé et je trouve qu'à ce titre-là, c'est absolument inadmissible. Donc, cette cancel culture ou cette pression mentale qu'on met aux enseignants pour qu'ils ne soient plus libres, excusez-moi, il y en a qui le disent, c'est peut-être un peu violent, mais quelque part, il y a une sorte de forme de fascisme qui se met en place. Et moi, je trouve que c'est tout bonnement insupportable. Je pense que c'est aux autorités publiques de garantir, bien évidemment, la liberté d'enseigner, de rappeler les fondamentaux, et c'est pas un ou deux syndicats étudiants qui vont dicter les cours des enseignants. Sinon, en fait, à quoi servent les universités? À quoi servent-elles? À rien. Des affiches avaient été placardées un peu partout en disant que la façon dont il parlait de l'islam était extrêmement problématique. Ça avait été relayé sur les réseaux sociaux par des syndicats, des fascistes. Ils l'ont montré pour cible, c'est très grave. Oui, mais comment vous expliquez que la présidente de l'IEP de Grenoble... elle a fait une erreur grave. Elle aurait dû diligenter une enquête externe si elle avait du mal à comprendre que... Pardon, allez-y. Oui, mais à quoi sert Madame Vidal? Il me semble qu'il y a une ministre de l'enseignement supérieur qui... J'entends bien. Après, Madame Vidal, quand elle a dit qu'il y avait il y avait dans les universités des personnes qui étaient adeptes de certaines théories, elle s'est fait taper sur les doigts et on l'a un peu mise de côté. Et la réalité, c'est que le champ universitaire, c'est un champ où il y a beaucoup d'idéologues de certaines théories qui préparent le terrain pour ce qu'ils appellent leur bataille culturelle. Par exemple, en termes de sémantique, quand on voit qu'ils réutilisent les termes de l'islamophobie, qui est un terme qui a été monté par l'islam politique pour désigner peut-être des actes anti-musulmans, mais c'est un terme qui est éminemment politique. Ça montre déjà tout de suite qu'on est dans un autre cadre. Et la direction de l'IEP, elle aurait mieux fait de diligenter une enquête externe plutôt que sanctionner ce professeur. Et de l'autre côté, ne pas sanctionner les élèves qui étaient également mis dans des situations par le conseil de discipline. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas minimiser, c'est un sujet assez grave. La réponse de Laurent Wauquiez, elle est certes forte, mais malheureusement, c'est une situation qu'on ne peut plus tolérer sur notre territoire et encore moins dans l'enseignement supérieur. Kevin, vous êtes enseignant?
Oui, bon, on a affaire à une véritable chasse aux sorcières. Qu'est-ce qu'on reproche à cet enseignant? C'est d'avoir discuté le terme d'islamophobie. Mais c'est un concept, enfin, c'est son travail en tant qu'intellectuel, en tant qu'enseignant. Il a le droit de le faire. Et comme ça a très bien été rappelé, la vérité, c'est que l'islamophobie, on ne comprend pas véritablement ce que c'est. Est-ce que c'est être contre les personnes d'origine, les personnes arabes qui ont la religion musulmane comme religion? Dans ce cas-là, ça s'appelle du racisme et c'est condamnable et ça ne s'appelle pas de l'islamophobie. Par contre, le fait de pouvoir critiquer l'islam comme on critique le christianisme, comme on critique le judaïsme, ça fait partie de nos libertés. En effet, dans une démocratie, la vérité, c'est que le terme islamophobie a été conçu, en effet, par les théoriciens de l'islam politique pour nous empêcher de débattre, en effet, sur l'islamisme. À partir du moment où on émet une petite critique ici et là, tout de suite, vous êtes islamophobe, islamophobe, islamophobe. Et le problème, c'est qu'on a affaire véritablement à une forme de totalitarisme idéologique, quand vous avez quand même au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne un module qui devait être animé par Mohamed Sifawi de lutte contre la radicalisation et finalement sous la pression d'associations islamo-gauchistes, le président de l'université décide de le supprimer, ça pose un problème. Il y a dans notre pays en effet une menace contre la liberté d'enseigner, contre la liberté de débattre. Il y a une volonté de certains en effet de tout caporaliser et c'est inadmissible. On perd ce qu'est l'essence de l'université française, on perd ce qu'est l'essence de notre démocratie. Je rappelle que la pièce de Charb, Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, n'a pas pu être jouée dans une très grande dans une grande partie d'universités françaises. Ça a pu être joué à Sciences Po sous protection il y a une quinzaine de jours, au début du mois de décembre, mais je vous rappelle qu'il y a eu des manifestations, qu'il y a eu cette pièce a été empêchée d'être jouée dans des universités françaises. Ça va dans ce sens-là. Allez, on se retrouve dans un petit instant. Vous avez remarqué, j'ai retardé le moment où on allait parler du Covid parce que j'en ai ras-le-bol, mais on va en parler quand même. Vous aussi, je pense. À tout de suite. Les débats jusqu'à midi en direct avec vous. Alors on vient d'apprendre que le gouvernement avait décidé d'accélérer les choses en ce qui concerne le pass vaccinal et de proposer, de préparer le projet de loi donc la commission des lois, va se réunir avant le 31 décembre pour permettre le débat sur le pass vaccinal et non pas sanitaire dès le 3 janvier dans l'hémicycle. Le gouvernement veut aller plus vite que prévu donc sur le pass vaccinal. Ça se fera donc en Conseil des ministres dès la semaine prochaine pour un projet de loi déposé en début d'année. Alexis Poulain, peut-être que je vais vous donner la parole. Je sais que vous êtes assez véhément sur le sujet. Depuis le début, ouais. On a un petit souci, on vous entend pas. Du pass. Allez-y. Ça marche pas ? Allez-y. Ouais. L'objectif avoué du pass, c'était de pousser les Français à la vaccination. C'est chose faite. On est arrivé à plus de 77% de vaccination. Or, arrive le variant Omicron et il faut une troisième dose. Alors, on maintient le pass pour avoir une troisième dose parce que les vaccinés de doses se disent « Ah, ça commence à faire beaucoup peut-être ». Et ce pass sanitaire, rappelez-vous, devait s'arrêter le 15 novembre. Il est prolongé en tant que pass vaccinal jusqu'au 22 juillet. Tout ça dans une opacité démocratique totale en Conseil de défense où Emmanuel Macron prend les décisions seul par décret de son gouvernement qui sont ensuite votées à l'Assemblée, une parodie de démocratie. La réalité, c'est que le pass vaccinal, aujourd'hui, tel qu'il est fait, ne prouve rien. Alors si, c'est vrai, ça pousse les gens à l'injection Pfizer, Moderna ou autre parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon on n'a pas de vie sociale, on perd son travail. Maintenant, les partenaires sociaux sont contre. La plupart des Français commencent à en avoir vraiment ras-le-bol du Covid et de la façon dont c'est géré. Je ne vois pas à quoi ça sert. On n'a aucun retour sur le fait que le pass vaccinal ou sanitaire a limité la contagion puisque nous sommes dans une 5e vague, puis on nous parle de 6e vague avec des pays autour de nous vaccinés qui referment. On est en train de reconfiner, de mettre des couvre-feux partout. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire à part rendre les gens zinzin avec ce pass sanitaire qui fait une cassure de fait entre vaccinés et non vaccinés, même si les non vaccinés sont 5,6 millions selon des derniers chiffres, c'est-à-dire une broutille, rien. Mais c'est leur faute. Si ça repart, c'est leur faute. C'est délirant. Mais à un moment, c'est délirant. On est dans une politique du délire. Et ça, les Français commencent à le ressentir. Et je crois que c'est très dangereux de continuer à vouloir jouer à ce jeu-là. Parce qu'il n'y a rien sanitairement dans ce pass. C'est un pass de contrôle social. Maintenant, je crois que c'est assez officiel. Et ne pas le voir aujourd'hui, on s'en mordra les doigts dans quelques mois. Parce que s'il rentre dans les mœurs, c'est la fin
du pacte républicain, liberté, égalité, fraternité, rien d'autre. Et on rentre dans un régime de biocontrôle, et ça, personne n'en veut pour ses enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas, qui est Fatima El Ouazi, vous en pensez quoi? Depuis le début, hein, maintenant ça fait 1 an que je fais des médias sur le vaccin, la vaccination. À chaque fois, j'entends il faut pas faire ci, il faut faire ça, etc. En fait, le cap, il n'a pas changé depuis le mois de janvier de l'année dernière. C'est protéger le plus grand nombre de personnes, désengorger au plus possible les hôpitaux pour sauvegarder le système de santé en place et faire en sorte que les gens puissent avoir accès aux soins, parce qu'en fait, il ne faut pas soigner que les personnes en réanimation pour des raisons de Covid. Il y a des gens aujourd'hui à qui on dit en fait, on doit encore décaler des opérations qui sont prévues, des opérations de santé, parce qu'on doit accueillir des personnes en réanimation, parce qu'on est dans une situation de pression. Donc en fait, proposer un pass vaccinal, c'est faire en sorte que la minorité de personnes qui est non vaccinée, je peux rappeler peut-être quelques chiffres que j'ai notés tout à l'heure, il y a 900 000 personnes entre 50 et 64 ans qui ne sont pas vaccinées. Il y a 1,7 million de personnes entre 30 et 49 ans qui aujourd'hui constituent de plus en plus les personnes qui sont admises en réanimation qui ne sont pas vaccinées. C'est 10% de cette classe d'âge. C'est absolument énorme. Aujourd'hui, en France, il y a moins de 10% d'adultes qui ne sont pas vaccinés. Et ça représente pourtant la plus grande partie de ceux qui sont dans les hôpitaux. Donc oui, ce pass vaccinal, il vient répondre aussi à une fatigue des Français qui, eux, sont vaccinés, qui voient des contraintes, les contraintes toujours sanitaires devant eux, avec une crainte face à des confinements. Et vous l'avez très bien dit, dans d'autres pays, en Autriche, on a reconfiné, mais ce n'est pas forcément ce qui prouve avoir des effets, parce qu'il y a un ras-le-bol et que maintenant, il faut qu'on apprenne aussi à vivre avec le virus, mais on sera davantage protégé et d'autant plus protégé si on est vacciné. Et aujourd'hui, ça commence à devenir irrationnel que toute cette classe d'âge et ces personnes que je viens de citer ne soient pas vaccinées pour des raisons idéologiques, parce que certains disent qu'il n'y a pas assez de recul, alors que maintenant il y a des milliards de doses qui ont été injectées, donc on sait qu'on a du recul sur les vaccins, et on sait en plus que ça fonctionne, et on voit que la plupart des personnes qui sont admises en réanimation ne sont pas vaccinées. Donc c'est pas embêter les Français davantage, c'est éviter que la percée de ce nouveau variant vienne mettre davantage de contraintes. Et aujourd'hui, on navigue à vue, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un nouveau variant, mais on ne sait pas encore quel est concrètement son impact. Par exemple, quelle est l'efficacité de vaccin. On sait qu'il y a à peu près 70% d'après les premières études d'efficacité, mais aujourd'hui, on n'a pas la vérité vraie sur tout. Et d'ailleurs, je trouve que ce qu'avait dit le président de la République sur LCI la semaine passée, dans son interview avec Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin, il a très bien dit, en fait, on prenait des décisions à un instant T, mais ça évolue tout le temps. Et on ne peut pas dire aussi qu'il n'y a pas un débat démocratique. Il y a plus d'une douzaine de textes de loi qui ont été passés depuis le début de la crise sanitaire sur le pass sur le pass sanitaire, sur les restrictions, sur les mesures de confinement, etc. Il y a toujours eu des débats, toutes les oppositions ont pu s'exprimer. Maintenant, la majorité, elle est là pour gouverner. Moi, j'attends de voir ce que d'autres proposent sur ces sujets, parce qu'on voit bien que, on a vu la polémique sur Nicolas Dupont-Aignan, on voit un petit peu, par exemple, Valérie Pécresse qui propose peut-être d'ouvrir plus tard, de laisser la rentrée, de décaler la rentrée, c'est peut-être une mesure que le gouvernement mettra en place, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on prenne les mesures qui soient nécessaires. Je laisse la parole à d'autres, puisque je vois que Kevin a envie de parler. Kevin, vous êtes sur la ligne d'Alexis Poulain, je pense. Plutôt, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est qu'en fait, on est en train d'accroître la crise démocratique, parce qu'Emmanuel Macron nous avait raconté qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Il y a encore quelques semaines, Olivier Véran nous disait, en effet, que le pass sanitaire serait sanitaire et ne deviendrait pas vaccinal. Forcément, les gens ne croient plus les politiques et c'est bien normal. Alors, je suis bien d'accord pour dire que la situation évolue, mais quand on est un vrai chef d'État, on prend des précautions et on n'affirme pas quelque chose de manière définitive. Et de manière Kevin, c'est pas vous qui avez dit tout à l'heure, excusez-moi, vous avez dit si on dit aux Français de faire quelque chose, ils vont faire le contraire. Donc en fait, si dès le départ on avait dit on impose la vaccination à 100%, c'est obligatoire pour tous, si on avait dit ça au mois de janvier, on avait imposé la vaccination, voilà, vous auriez dit l'inverse. Vous voyez, c'est un peu un jeu d'équilibre mais pas du tout. Je parlais des médecins. Je parlais des médecins. Évidemment, quand on va sur les plateaux de télévision, on nous raconte de faire ça ou ça. Les Français en ont marre. Par contre, quand on passe par la loi, avec évidemment une parole officielle qui est celle du président de la République ou du ministre de la Santé, c'est vraiment toute autre chose. Et moi, ce qui me choque dans cette crise pandémique, c'est qu'on est passé du médical au politique. On n'a plus de conception bénéfice-risque. Les deux sont liés. Les deux sont liés, forcément. Vous êtes obligé de prendre des décisions politiques.
quand on fait de la médecine, on est dans un rapport bénéfice-risque. Sauf que quand on veut, par exemple, obligatoirement vacciner les enfants, on n'est plus dans ce rapport bénéfice-risque puisque les enfants ont très peu de chances de terminer en réanimation et donc obligatoirement les vacciner, ça n'a aujourd'hui aucun sens. Et moi, ce qui me tue aussi dans cette société, c'est que dans une société saine, c'est aux adultes de protéger les enfants et ce n'est pas aux enfants de protéger les adultes. Et quand on met en place des restrictions sanitaires très dures vis-à-vis des enfants pour protéger ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, pour protéger les adultes, moi, ça me pose un problème. Alors, des enfants qui ont un masque toute la journée, ce n'est plus possible. Les services de pédopsychiatrie sont pleins. Il faut peut-être réfléchir à ça aussi. C'est Ergun, rapidement. Non, c'est juste qu'on est face à une vague fulgurante. On a 50 000 cas en 24 heures en France, on a 90 000 cas au Royaume-Uni. Le message important, c'est que c'est une guerre de mouvement. Il faut qu'on s'adapte chaque jour, chaque semaine, chaque heure à l'évolution du virus. Donc aujourd'hui, quand on voit qu'une minorité de non-vaccinés peut faire en sorte que la majorité des personnes qui sont vaccinées ne puissent pas vivre correctement, c'est l'objectif du pass vaccinal, d'éviter ce genre de situation et éviter que nos systèmes de santé soient saturés par 10% de notre population adulte qui n'est pas vaccinée. Donc effectivement, c'est pas évident, mais la gestion de la crise fait partie de la gestion gouvernementale. Bien évidemment, elle reste ouverte au débat, à la critique, mais l'idée, c'est évidemment, comme l'a dit Fatima, peut-être d'avoir d'autres propositions pour pouvoir en débattre plutôt que de remettre en cause la parole du gouvernement à chaque fois. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été là, d'avoir débattu. On se retrouve demain pour d'autres débats en direct avec vous. Encore beaucoup de choses dans l'actualité, certainement demain. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio.